première édition qui présente le travail de Carmen Gloria Morales, qui est venu, qui nous a fait le grand plaisir de venir à Paris et puis de réaliser son exposition qui est bien sûr composée de tableaux, mais qui est aussi un travail en soi, un travail de montrer la peinture qui est important, aussi peut-être important que de faire le tableau. Le principe de ces portraits d'artistes dans lesquels nous sommes ici ce soir, c'est de donner la parole à l'œuvre et de donner la parole à l'artiste, à la personne. Cette exposition a une petite histoire, puisque je connais depuis longtemps maintenant une amie de Carmen Gloria Morales qui s'appelle Maria Morganti. Et Maria a réalisé il y a assez peu de temps une interview de Carmen Gloria Morales que j'ai découvert et qui a un peu déclenché cette proposition d'invitation, un peu comme une sorte de dialogue qui se continue dans le temps, même si c'est un dialogue silencieux, mais c'est aussi un dialogue silencieux qui existe dans la peinture, donc c'est peut-être quelque chose qui est un peu parallèle. Et donc de cette interview a été tiré un texte qu'on a envoyé pour le communiqué de presse, pour la newsletter. Et donc normalement, l'idée de ces portraits d'artistes est de laisser la parole à l'artiste. Et Carmen Gloria Morales a exprimé que son travail parlait pour lui et que ce n'était pas forcément une nécessité pour elle de prendre la parole. En même temps, cette interview, je pense qu'elle a une existence en soi et que c'est important que les mots soient prononcés. Donc on a trouvé ce subterfuge de lire cette interview en utilisant sa voix à sa place. Donc la personne de Carmen Gloria Morales, sa voix va être interprétée par Oriane de Laubrière, que je remercie beaucoup de se prêter à cet exercice. Et puis c'est moi qui vais dire Maria Morganti, qui est la personne, donc l'interlocutrice et l'intervieweuse. Donc l'interview a été faite à Sermoniano le 25 novembre 2013. Donc en présentation, en préambule, les fragments de cette interview sont tirés d'une vidéo réalisée sur une proposition de Bruna Esposito et Maria Morganti, avec la collaboration de Maua Morales Bergman, qui est en train de filmer en ce moment. On peut voir aussi l'intégralité de l'interview dans le bureau, sur l'écran qui est là, et qui est très... Enfin, je vous encourage à le faire. Donc, je suis Maria Morganti et Oriane et Carmen Gloria Morales. Donc je commence. Est-ce que tu voudrais qu'on essaye de parler, de mettre à jour quelque chose, d'entrer dans la peinture, d'entrer dans le diptyque? Le diptyque est arrivé tout seul. Comment est-il arrivé? Que s'est-il passé quand la toile est devenue complètement vide? Toutes les années 60 ont été consacrées à la recherche, ce qui fait que j'ai très peu produit, parce que je faisais un tableau, et puis je passais à celui d'après, et ainsi de suite. Toujours, presque toujours, il y avait un espace vide dans mon travail que je n'ai vu qu'après. Après, quand j'en savais plus sur la peinture. Un vide qui fait partie de la tradition, celle que j'appelle méditerranéenne, Italie, France, Espagne. Si tu regardes Matisse ou Cézanne, ils ont toujours du non fini qui fait partie de leur peinture une fois finie. Ceci, je l'ai vu seulement après avoir commencé à le faire. J'avais déjà fait des diptyques avec des toiles vides, mais c'était une alternative. Une des deux parties pouvait être un monochrome. Le diptyque, celui qui par la suite a fait naître tous les autres, est né par hasard, en transportant, en déplaçant des toiles dans l'atelier. J'avais une toile vide et un tableau fini, que j'ai appuyé par hasard l'un contre l'autre. Et je l'ai vu. Le travail est né. Je l'ai vu. Ensuite, il m'a fallu quelques mois de travail, de réflexion pour comprendre que la partie avec les lignes colorées devait être éliminée et que je devais dialoguer avec les deux parties, du fer et de cette absence de fer. Cet espace, l'air de conscience de la peinture.
C'est aussi une position que je considère latine, du drame de l'absence de drame. C'est-à-dire que tu regardes une peinture et tu sais que tu regardes une peinture. Une façon de te renvoyer en arrière, où la partie peinte t'attrape, pendant que la partie non peinte te ramène à cette conscience du fait que c'est un tableau que tu es en train de regarder. Et au début, tu le peignais avec le vide à côté? Non, parce que ce n'est pas une composition. Quand la partie peinte est finie, elle doit avoir la force de supporter aussi l'autre. Quand la peinture est finie, il est nécessaire de les voir ensemble, mais surtout pas pendant que tu travailles, où tu es complètement dans cette chose-là qui doit ensuite dialoguer. Je te parlais de l'écriture. Pour moi, c'est là qu'est ton écriture, c'est-à-dire que c'est ta pensée qui est jointe à la peinture et qui s'exprime elle-même comme un absolu. C'est ta réflexion comme un murmure prolongé qui est joint au rapport à la matière. Donc c'est vraiment inutile d'utiliser d'autres paroles. C'est une parole qui est entièrement là. Oui, plus qu'un murmure, je dirais un grommellement. Pendant de nombreuses années, la partie peinte consistait seulement dans le geste que je faisais pour peindre le tableau avec mon bras qui bougeait en diagonale, comme quand tu nettoies une vitre. Cela pour éviter la forme. Je ne voulais pas qu'il y ait une quelconque forme dans la partie peinte. Et puis là aussi, tout seul, à un certain point, après 6-7 ans, j'ai abandonné le bras et je me suis mise à faire tous les mouvements. Là encore avant, il y a eu l'action, et après, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? Et j'ai commencé à bouger, parce que j'ai vu qu'à travers la pratique, j'avais complètement éliminé le côté formel, c'est-à-dire que je me sentais libre d'affronter des mouvements dans l'espace qui ait une signification différente, une valeur différente. Puis est intervenue la couleur, qui existait déjà dans les parties peintes. Dans les années 80, j'avais d'abord commencé avec le jaune, le rouge, le bleu, puis avec les métaux. Et je me suis déplacée vers le corps en rapport à la toile. C'était important, et ça l'est encore maintenant. En fait, les tableaux sont exposés exactement comme je les peins. Par exemple, dans la partie basse, tu peins d'une certaine manière, dans la partie frontale d'une autre, et quand tu montes à l'échelle, d'une autre manière encore. Je suis entrée dans la structure de la peinture. Je me suis rendu compte qu'il y avait des structures qui reviennent en peinture. Ce sont toujours les mêmes, dans un certain courant auquel j'appartiens. Pour d'autres, à l'inverse, non. Le côté imaginaire, par exemple, est une toute autre histoire. Le côté surréaliste, encore une autre. Quelles sont les structures que tu as trouvées? Celle du corps dans l'espace, de la définition de l'espace. Celle que tu donnes à l'intérieur du tableau et ensuite celle que tu donnes avec les pieds par terre quand tu as quitté ton intériorité. Depuis une échelle, c'est un espace architectural qui naît. Dans l'Antiquité, c'était celui du ciel, de l'architecture, etc. J'ai alors ressenti un grand désir d'affronter le tondo, la forme ronde, qui était une figure de l'histoire de la peinture. Il n'y a pas de peintre qui n'ait affronté. Ainsi, et bien malgré moi, puisqu'il m'a fallu des années pour prendre ma décision, j'ai peint mon premier tondo en 1986. Et ce n'est pas une blague, beaucoup de tondos sont truqués dans l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'un vrai tondo veut dire? Que la peinture a vraiment à faire avec l'espace. C'est une surface qui possède d'autres lois, comparée au bord à angle droit du tableau. C'est une figure qui est difficile à contrôler. C'est un défi à chaque fois que tu en peins. Quand tu es dans le processus de peindre, quelles pensées te viennent? Quels actes, quelles non-pensées? Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ce moment où tu es devant le tableau, quand tu es entre toi et cette chose en face de toi, ce qui te pousse à... Ce qui me pousse, c'est ce besoin de continuer. Et de le faire parce qu'il y a un sentiment d'échec. Du moins, je l'ai très fortement quand je peins. Le fait que je ne réussisse pas à en arriver où je voudrais. C'est un projet inconscient plus grand que l'œuvre que j'arrive à faire. Selon moi, c'est le grand moteur. Cette fois, je dois le faire. En peinture, c'est comme un bâtiment que tu construis. Les premiers coups de pinceau sont des briques que tu disposes pour bâtir. Au fil des années, l'architecture est revenue. La structure que j'avais éliminée dans la période anglaise et une conscience de ce que ça signifie pour l'histoire de l'art comme une réalité intellectuelle. Et ensuite, il y a eu les jeux, des passages dans cette stratification, des dialogues avec un artiste, puis dans la phase suivante, tu effaces tout. Parce que chaque recouvrement de couleurs est un nouveau tableau. Le projet, au sens traditionnel, n'est jamais là où tu penses vouloir aller. Chaque fois, au premier coup de pinceau, je crois que le tableau est fait. Mais à un certain moment, tu interromps le tableau et tu vas autre part. Je veux dire qu'à un certain moment, le tableau est fait. Ah non, mais il va me chasser. Quand le tableau est fini, il me le dit lui-même. Moi, je ne le sais pas. Est-ce qu'il t'est arrivé d'y revenir après un certain temps? Rarement. Mais il y a des rythmes différents, d'intensité, des temps différents de la peinture.
Il y a des choses que tu résous rapidement, d'autres sur lesquelles tu passes plus de temps. Oui, mais cela dépend aussi du contexte, du nombre d'autres choses qui te dérangent et qui t'empêchent de travailler. Alors je préfère ne pas travailler que d'y aller au hasard. Mais ensuite, quand le geste de la peinture advient, il est très rapide et aussi désobéissant. Il est aussi un peu distrait, non? Désobéissant et indifférent. Le stade le plus difficile à atteindre est vraiment celui de l'indifférence. Te débarrasser des petites émotions, c'est ce que je veux dire par indifférence. Et la désobéissance est une chose que j'ai vraiment en moi. Désobéissance au tableau. À ce que je veux faire et que je dépasse, je détruis tout ce que... Et là, je recommence. Eh bien oui, parce que dans ta peinture, il y a cette révolution continue. À un certain point, tout se renverse complètement. Comme il m'est arrivé tant de fois, on peut entrer dans ton atelier, voir une chose, revenir par exemple 3 mois après, et y trouver un tableau différent. Totalement différent. Bravo, Gloria! Bravo, Maria!